Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Ce soir, nous recevons Julien Campagny et Clovis Foin, avec qui nous allons parler de nos présidents de la République à travers la série de pièces 8 rois, nos présidents. Entre discours soigneusement rédigés, costumes savamment étudiés et éléments de langage bien contrôlés, nos hommes politiques sont-ils des comédiens comme les autres ? Et si nos présidents de la Ve République étaient chacun une pièce de théâtre, quelle histoire auraient-ils à nous raconter ? Quel genre, quelle esthétique utiliserait-il ? Dans quel décor évoluerait-il ? Voilà les questions que se sont posées la compagnie des animaux en paradis. Et en tant que spectateur, on pourrait en ajouter une autre. Qu'est-ce que ces pièces, ces récits, ces comédiens présidentiels trahissent de la société française de leur époque ? Est-ce qu'observer ainsi nos présidents, ce n'est pas aussi nous observer, nous, public, nous, citoyens ? On va éclaircir tout ça avec Clovis Foin, comédien, et Julien Campagny, comédien et co-auteur de la série des 3 pièces que compte 8 rois, sur les 6 pièces que comptera la série, toujours en cours d'écriture. Voilà pour le résumé des pièces, mais sur la scène, il y a des comédiens, une mise en scène, des décors, des costumes, de la musique, bref, de la vie. Et c'est de cette expérience-là dont on va parler avec nos invités. Vous nous écoutez en podcast sur Apple, Deezer et Spotify. Vous nous regardez sur YouTube. Vous avez le programme. C'est parti. Clovis, Julien, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va bien et vous ? Ouais, ça va. Vous êtes bien installés. Je vois que vous êtes séparés avec vos petits coussins là. Ouais, c'est confortable, c'est confortable. Ok, super. Bon, on est très heureux de vous recevoir pour cet épisode, alors que vous jouez la pièce en ce moment. C'est-à-dire tout à l'heure, après l'émission, vous repartez jouer ? C'est ça, on joue ce soir et comme tous les soirs du mercredi au samedi jusqu'au 28 décembre. Oui, donc merci beaucoup d'avoir accepté de faire un petit crochet par nos studios. Avec plaisir. Et d'ailleurs, si en ce moment, si on se promène dans Paris, on peut croiser une affiche où on te voit, toi, Julien, pour la promotion de la pièce La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français, dans laquelle tu joues également, Clovis. Oui. Et si on s'intéresse à cette pièce, on va vite se rendre compte qu'elle fait partie d'une série de plusieurs pièces, dressant chacune le portrait d'un président de la Ve République. Et il se trouve, Julien, que tu es aussi un des co-auteurs de cette série. Est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de ce projet ? Eh bien, l'origine de ce projet, elle est née, ce projet, il est né dans l'esprit de Léo Cohen-Paperman, qui est metteur en scène et qui dirige la compagnie des animaux au paradis. Et qui, en fait, il y a quelques années de ça, c'est-à-dire en 2014... 10 ans. Ouais, 10 ans. Bim. En fait, nous, on fait aussi partie, Clovis et moi, et Léo aussi, d'un collectif qui s'appelle le Nouveau Théâtre Populaire. Et il se trouve que je me souviens, voilà, qu'il y a 10 ans, on était en train de déjeuner pendant un festival l'été au mois d'août, et Léo, en rigolant, a commencé à dire « mais ce serait drôle de raconter la Ve République et que vous jouiez, vous... les présidents, les personnages comme ça historiques, qu'on fasse une sorte d'histoire accélérée du pouvoir sous une forme un peu cabarétique. Et puis toi tu pourrais faire ça, toi tu pourrais faire ça, toi tu pourrais jouer un tel, toi tu pourrais jouer une telle. Et ça nous avait fait rigoler. Et il se trouve que le soir, il est arrivé et il a dit non mais en fait je suis hyper sérieux. Je crois qu'en fait ça me tient au cœur là, et je crois que je vais vous écrire un mail et je vais vous formuler un projet parce qu'en fait je crois qu'on peut vraiment faire quelque chose d'intéressant. Et ce truc est devenu sérieux et ça a été proposé à la troupe, ça a été voté par la troupe. Et l'année suivante, on a commencé à faire une petite résidence de travail avec des improvisations. Et dans ces improvisations, moi je sais que c'est la première fois là que je me suis confronté à la figure de Jacques Chirac parce qu'à l'époque il m'avait déjà proposé de le faire. Que toi tu t'avais confronté à la figure de Sarko. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ah, pas tout de suite. Ouais, mais... Enfin, bon, en tout cas, on jouait déjà, on mettait en jeu des choses. Et est né un spectacle qui est devenu, en fait, ce qui s'appelait Le Jour de gloire est arrivé à l'époque, et qui a été joué au sein du Festival du Nouveau Théâtre Populaire en 2015 et en 2016, qui a rencontré un certain succès là-bas, qui nous a beaucoup marqué, nous. Moi, je sais que j'ai vraiment, contre toute attente, très personnellement, je ne m'attendais pas du tout un jour dans ma vie à travailler sur Jacques Chirac. J'avais bien d'autres rêves. Et il se trouve que j'ai été passionné par le travail d'acteur et aussi, même si c'était encore un peu informulé à l'époque, mais d'auteur, puisqu'on avait la possibilité comme ça de faire des propositions d'écriture aussi et d'improvisation. Et en fait, je m'étais complètement passionné dans cette quête d'incarnation, juste pour ce spectacle-là. Et sans le savoir, en fait, on a fait à ce moment-là une sorte de matrice de ce qui allait devenir la série 8 rois,
puisque en 2018, Léo m'appelle et me dit, on était toujours très en lien, on faisait toujours partie du collectif, du NTP, on était par ailleurs acteur dans sa compagnie à lui régulièrement, et il m'appelle et il me dit, j'aimerais qu'on fasse, en prenant comme point de départ ce qu'on a fait sur Le Jour de gloire est arrivé, mais au sein de ma compagnie, un spectacle entier sur Jacques Chirac. Et qu'on l'écrive ensemble. C'est né comme ça. Et vraiment, on s'est retrouvés chez moi, je me souviens très bien, dans mon 2 pièces à Pantin, à l'époque, avec nos petits ordinateurs, et de se dire, mais ok, c'est super, ça nous excite beaucoup, parce qu'on a adoré travailler sur cette figure-là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et en écrivant ça, je me souviens très bien, on était en train d'écrire comme ça, et un jour, Léo me dit, mais en fait, avec ma compagnie, je crois que j'ai envie de les faire tous. J'ai envie de faire une sorte de Jour de gloire est arrivé géant, et d'écrire une série où il y aurait, à l'époque, c'était ça l'idée, un spectacle par président. Voilà comment c'est né. Et après, la vie, les créations. On a commencé par Chirac. Quand Chirac a été fait, il a voulu faire le Mitterrand. Il a appelé Émilien Dierdoteuf pour l'écrire avec lui. Après, on est arrivé au Giscard. Et puis maintenant, c'est parti. Et l'idée, c'est que qu'on finisse de l'écrire en 2027, tout ça. Oui, non, mais c'est ça. Clovis, tout à l'heure, tu as précisé 10 ans, on faisait la grimace. J'imagine que c'est pas évident de se lancer comme ça dans l'écriture de 6 pièces, de se dire, allez, on va y passer 7 ans de notre vie. Bah, à la base, on a été un peu victime de notre succès. Enfin, quand on se lance dans un projet, quand on s'est lancé dans le Chirac, on s'est dit, mais qui ça peut bien intéresser? On a eu pas mal de retours de gens qui me disaient « Ah oui, vous allez faire un spectacle sur Chirac. » D'accord. Oui, c'est vrai que dit comme ça, ouais. Bah ouais. Non mais même je me souviens, et puis en plus notre manière de travailler, on se connaît, parce que moi j'étais sur la répétition aussi, et on faisait beaucoup de ping-pong à 3 sur comment, parce que en fait l'idée de ce spectacle c'est pas de faire un biopic sur Chirac, voilà, c'est d'essayer de trouver des axes de lecture et puis de voir comment théâtralement ça peut être intéressant, comment ça peut parler aux gens, comment on interagit avec les gens, ce que fait le pouvoir sur les gens, aussi bien sur le peuple que sur les rois. Et c'est vrai que je me souviens du début des répètes où on passait tout notre temps à discuter de l'écriture de la pièce, le sens que ça avait, etc. Et les techniciens, nos collaborateurs qui étaient là, en fait, nous regardaient et nous disaient « Mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi ?» Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et en fait, on est vraiment passé au plateau les 2 dernières semaines, je dirais les 10 derniers jours, où vraiment, là, on a répété les scènes. Mais sinon, tout le travail d'avant, c'était de mettre en place tout ça. Donc, en fait, quand on s'est lancé dans le projet au début, il y avait un peu le rêve de faire une série, mais on ne pensait pas qu'on allait rencontrer, que ça allait marcher, et que les gens seraient friands de ça, auraient encore envie de parler de politique, auraient encore envie de dialoguer avec ces figures-là du passé. Voilà, on n'en était pas du tout persuadés. Je voudrais qu'on évacue une question d'emblée. Est-ce qu'il faut tout connaître des présidents de la Ve République pour apprécier les pièces? Oui, il faut être incollable. Faut tout connaître par cœur. Non, justement, si vraiment ces spectacles s'adressaient à des initiés ou à des historiens, ça n'aurait, selon moi, aucun intérêt. Nous, on vient d'un goût et d'une origine de travail qui vante l'importance de la notion de théâtre populaire, qui est comme une utopie vers laquelle on se dresse. Un Graal. Moi, je crois beaucoup, c'est un des trucs qui me passionne le plus dans l'écriture, notamment, c'est aux différents niveaux de lecture. Je pense que quand on voit le spectacle sur Chirac, par exemple, il y a énormément de travail, de détails, une sorte d'orfèvrerie historique où on peut rentrer à l'intérieur d'une date précise, d'un événement précis. Mais si on ne connaît pas cet événement précis ou cette date précise, on lit autre chose. Et pour moi, si le spectacle serait raté, si les gens... on a déjà joué devant une classe de lycée, je me souviens très bien, à Thionville, ils avaient 15 ans. Ils étaient nés... Chirac était en train de partir. Sarkozy arrivait.
Il n'avait pas du tout vécu sous Chirac, il connaissait très très peu de choses sur lui, mais on a fait une rencontre après, et je leur ai posé cette question précisément, est-ce que ça vous a manqué de ne pas tout connaître? Et il y en a un qui m'a surpris beaucoup et touché, qui a dit, moi, franchement, je connaissais rien, monsieur, mais moi, j'ai juste vu l'histoire de quelqu'un qui est jeune et qui veut devenir un roi et qui vieillit. Et je pense qu'il y a cette dimension de récit initiatique, de course à la gloire, voilà, comment un personnage réel peut devenir un personnage de théâtre. Et pour ça, comment on entre dans le domaine de la fable. Pour ça, il n'y a pas besoin de connaissances historiques, je crois. Oui. Oui, Clovis, tu voulais... Non, oui, c'est-à-dire que, bon, on côtoie à travers ces histoires-là la relation de l'humain avec le pouvoir, et voilà, et cette thématique-là, elle est absolument universelle, elle peut toucher tout le monde. On n'a pas besoin... Alors, je pense que... Effectivement, je pense que vraiment les puristes se délectent de petites références qu'on peut parsemer ici ou là, parce que nous aussi, on est très attachés à ces détails-là, et que c'est aussi délicieux, parce que... qu'on ne peut pas faire autrement que oui, d'avoir véracité. Jonglé avec une montagne d'archives, voilà, et que forcément il en reste quelque chose. Ouais. Mais en tout cas, oui, vraiment, enfin, je pense que si on devait faire des spectacles d'érudits sur Jacques Chirac ou sur Valéry Giscard d'Estaing, enfin, je pense que tout le monde s'en foutrait, quoi. Et ils auraient raison. Mais le modèle, c'est toute humilité gardée, c'est la guerre des roses, en fait. Il y a ce truc de... bon, pendant des années, on a joué Shakespeare, Léo a monté Shakespeare, on en a joué plein, parmi d'autres textes du répertoire. Et il y a ce goût des pièces historiques de Shakespeare, donc ça va de Richard II à Richard III. Thomas Joly l'a monté en entier, ça durait, je crois, 20 heures. Est-ce qu'il y a besoin de connaître tout de l'histoire de la monarchie anglaise de cette époque-là pour accéder à un plaisir de spectateur? Je ne crois pas. Alors là, voilà, il se trouve que là, on touche à une histoire ultra récente où, dans la salle, face à nous, il y a des gens qui ont connu, qui ont vécu sous ces présidents, qui ont voté contre ou pour ces présidents, qui ont détesté ou aimé ces présidents, et on vient réveiller des affects historiques, des affects politiques et sociaux qu'ils ont sans doute eux-mêmes connus. Donc là, on touche à l'histoire brûlante, à l'histoire récente, et donc c'est encore un autre rapport à la connaissance. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. J'avais une question, parce qu'il y a aussi, tu parlais du plaisir du spectateur. Vous vous êtes amusé, j'ai envie de dire, à décliner pour chaque président, pour chaque pièce, un genre, une esthétique particulière aussi. Ouais, exactement. Bah, ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est des choses qui se sont faites sur le tas. Au début, c'était beaucoup moins formulé quand on a écrit le Chirac. Et quand eux, ils ont écrit le Mitterrand aussi. Je me souviens qu'après qu'ils aient écrit le Mitterrand, Léo m'a dit, j'aimerais qu'on se fasse une semaine de travail sur la réflexion globale de la série. Et quand on a travaillé, on a fait un arbre généalogique pour parler de la famille fictive française sur 4 générations qui traverse la série. On en parlera peut-être plus tard. Ouais, on va y revenir après. Ouais. Et on s'est dégagé cette idée que, tiens, pourquoi on ne choisirait pas des codes esthétiques ou artistiques, théâtraux, je veux dire, qui soient en lien, qui racontent précisément les présidents. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé au vaudeville ou à la chanson de variété qui a inspiré comme ça l'écriture du Giscard. Pour le De Gaulle, pour l'instant, l'idée, c'est de faire un opéra qui se casse la gueule. Suivi pour Pompidou d'une sorte de cinéma de papa un peu tourné en direct, comme ça, une sorte de week-end à la campagne, un peu à la Claude Sautet, qu'on filmerait dans un décor sur scène. Pour le Sarkozy, qui sera joué par Clovis, il y aura une dimension de stand-up. Pour Hollande, il y aura une dimension de clown. Voilà, comment faire résonner des esthétiques et comment elles viennent révéler quelque chose d'un mandat ou d'un président. Ça fait partie
du ludisme de l'écriture de cette série. Ouais. Quand on entend justement ces genres de théâtre qui vont être déclinés, tout de suite on sent le potentiel comique, critique même, que pourraient avoir les pièces. On parle du clown pour Hollande ou de l'opéra qui se casse la gueule, comme tu disais, pour De Gaulle. Pourtant, quand j'ai lu un peu les dossiers, quand j'ai préparé l'émission, vous dites on ne fait pas des tracts, mais des spectacles. Ça veut dire quoi vous faites des spectacles sur la politique, mais sans politique? Ouais, plein de choses à dire là-dessus. Oui. Ouais. Ouais. Bah, non, moi l'endroit où je me sens bien quand j'écris quelque chose, ou quand je joue quelque chose, ou même quand je crée quelque chose avec mes amis et acteurs et auteurs et metteurs en scène, c'est quand je suis dans le doute et que la réflexion de l'autre me fait penser contre moi-même, arrive à me faire penser contre moi-même. Et quand je sens que j'arrive à réussir à penser contre moi-même parce que je travaille avec d'autres gens, je me dis, ah ok, bah là on est à un niveau, là on fait quelque chose d'intéressant, quoi. Voilà, il y a rien de pire, je trouve, que de faire des spectacles en disant, dans un espèce d'entre-soi idéologique, en se disant, bon bah, vu que tout le monde pense pareil, je peux dire que je trouve que c'est le pire danger auquel on est confronté. Et en abordant ce thème qui est si casse-gueule et en même temps si passionnant qu'est la politique, on a justement l'occasion unique d'aborder ce thème-là et ce rapport-là à l'art, parce qu'on essaie quand même de faire des spectacles, quoi. On fait pas... Il y a une matière à penser, mais on essaye de ne jamais dire au spectateur ce qu'il doit penser après avoir vu les spectacles. Enfin, je veux dire, en sortant de Chirac, par exemple, il y a plein de gens qui me disent « Ah bah dis donc, vous l'épargnez pas Chirac », et d'autres gens qui disent ah bah, on voit que vous l'aimez bien, hein, Chirac. Et bah, pour moi, c'est un des plus beaux compliments, et pour Julien aussi, je pense, parce que on se dit que le pari est réussi. Voilà, on ne pense pas à la place du spectateur. Ouais, bah, tu as dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis très d'accord. Penser contre soi-même, je pense que moi, c'est un des trucs qui m'intéresse le plus dans mon travail. Et si j'ai pas ça, soit je m'ennuie, soit ça me met très en colère. Et je pense que l'art militant, ça peut être super, voire passionnant dans certains cas, mais seulement dans les cas où on se confronte à un public qui ne pense pas comme nous. Parce que je pense, moi, quand on va devant un public, quand on prêche des convaincus, comme on dit, pour moi, ça n'a rien de politique. C'est-à-dire qu'on vient s'auto-célébrer tous ensemble dans une vérité qu'on croit être la vérité majeure. Et moi, ça m'effraie beaucoup, parce que je trouve que du coup, c'est très bourgeois pour moi, paradoxalement. C'est très confortable. Et moi, il n'y a rien qui m'émeut plus que des gens qui pensent pas pareil et qui se rencontrent, et qui se confrontent. Pour moi, ça, c'est de l'art politique, c'est de l'art profondément démocratique. Et c'est une des questions les plus passionnantes qui soit, quoi. Mais moi, j'adore travailler avec des gens avec qui parfois je ne suis pas d'accord. J'adore improviser avec des spectateurs dont je sens que vraiment jamais on partirait en vacances ensemble. Parce que je me dis, s'il y a bien un truc que permet le théâtre et que permet l'art en général, c'est de réunir dans un même endroit des gens profondément différents et de voir ce qu'ils ont en commun. Et à première vue, d'abord, l'humanité, donc le fait d'être mortel, le fait d'avoir des fragilités, des failles, le fait de tenter et d'échouer, de naître et de mourir. Et voilà, ce truc profondément baroque que peut créer un instant de théâtre, quoi. Mais c'est une question dont on pourrait parler. Moi, c'est le truc qui me passionne le plus. Qu'est-ce qui est politique, profondément politique? Et je pense que le fait de prendre comme sujet la politique, mais de faire ce pas de côté qui ne soit évidemment ni hagiographique, ni caricatural, ni humiliant. Moi, il y a une phrase qui revient beaucoup, que j'avais dit tout au début à Léo dans le travail, qui était, que j'avais entendue dite
par Lars Eidinger, donc l'acteur de Thomas Ostermeyer, qui jouait Richard III, et on lui demandait comment il a bossé Richard III, qui est une référence absolue pour l'écriture de cette série, Richard III. Il disait j'ai pensé à cette phrase de Charles Manson, l'assassin, qui avait dit à son procès « Regarde-moi de haut et tu verras un bouffon, regarde-moi d'en bas et tu verras un dieu, regarde-moi en face et tu te verras toi-même. » Et je pense de regarder les présidents en face, de ne pas les regarder de haut et évidemment de ne pas les regarder d'en bas, qu'est-ce qui peut troubler, qu'est-ce qui peut interroger, quelles contradictions on peut rencontrer, ça c'est un des trucs qui me passionne. Moi à la base, j'ai aucune appétence pour défendre dans mon corps et dans mon âme, comme je le fais tous les soirs, Jacques Chirac. Mais justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi tout d'un coup ça crée un truc qui me trouble. Oui. Ouais. Bon, sans compter que ça c'est avant, mais en le défendant tous les soirs, je pense qu'au bout d'un moment quand même, on acquiert une intimité. Moi, je joue Charles Pasqua tous les soirs. Ouais. Rien que cette phrase, déjà, c'est bonheur. Comment voilà. Même Rien que cette phrase. c'est bonheur, il dit. Bon, c'est marrant parce que bon, non mais je vous la fais courte, mais bref, j'habite à Montreuil, ce qui est vraiment une surprise pour un intermittent du spectacle. Et donc j'ai une librairie à côté de chez moi. Qui est plutôt orienté à gauche. Et bref, il publie tout un tas de trucs, de manifestes. Et c'est vrai que j'avais pris un malin plaisir à commander le livre, la bio de Charles Pasqua dans cette librairie. Et vraiment, la vendeuse, ça fait... Alors, donc, c'est pour vous la bio de Charles Pasqua. Et je me retrouvais à lire... dans le métro, la bio de Charles Pasqua, et les gens se disaient c'est quoi qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que ce mec. Et en fait, c'est vrai que Charles Pasqua, c'est un homme d'État qui a beaucoup de casseroles, beaucoup de polémiques, etc. Mais c'est vrai que quand on lit sa bio et quand on l'incarne tous les soirs, on ne peut pas quand on incarne, on ne peut pas juger. On ne peut pas prendre de haut le personnage. C'est ce que tu dis sur les présidents. On ne peut pas les prendre de haut, on ne peut pas les prendre d'en bas. On est obligé de les regarder dans les yeux parce que ce sont des hommes. Et donc, c'est notre semblable. Et donc, il a fait ce qu'on aurait pu faire. Donc, voilà, au bout d'un moment... Et cette intimité qu'on commence à avoir avec les personnages en les traînant sur des représentations et des représentations et des représentations, on n'en sort pas forcément indemne. Il y a une sorte de familiarité qui s'installe. Puis je pense que c'est profondément notre travail d'acteur. Ouais. Enfin, moi, je pense que c'est... Enfin, il faudrait demander à Bruno Ganz ce qu'il a ressenti quand il a joué Adolf Hitler. On ne pourra plus trop lui demander. Mais... Non, on ne peut plus lui demander malheureusement. Mais je veux dire, notre boulot, c'est, je crois, d'aller encore plus loin que l'avocat de la défense. C'est-à-dire d'incarner une possibilité humaine qui peut aller jusqu'au mal absolu. Ça, c'est notre boulot. Enfin, nous, on a choisi ce métier-là, quoi. Je crois vraiment que c'est ça. Et c'est souvent beaucoup plus rigolo à jouer les méchants que les gens. En plus. Ça, c'est vraiment le paradoxe. Mais... Ok, belle série de réponses. Je pense que vous avez touché un point sensible. Oui, mais en même temps, c'est vrai que quand j'ai entendu parler de la pièce, je pense qu'il s'est passé peut-être 1 an avant que je puisse la voir. Et je ne vais pas dire que j'avais des attentes, mais je m'étais posé des questions en me disant qu'est-ce que je vais voir. Et je me dis, est-ce que je vais voir des spectacles engagés quand j'entends parler de stand-up pour Sarkozy ou de clown pour Hollande, ça parle. Mais bon, là, j'ai la réponse. Là, ça paraît très clair, ce que vous nous dites. Je voudrais revenir sur Chirac. De ce que je comprends, c'est la première pièce que vous avez commencé à écrire. Quand je suis venu voir, moi, les pièces, j'en ai vu 3. Et ils n'étaient pas dans l'ordre chronologique. D'abord, il y avait la pièce sur Jacques Chirac. Ensuite, on repartait dans le passé avec Valéry Giscard d'Estaing. Et puis, on revenait un petit peu avec Mitterrand. Alors, c'est Mitterrand deuxième et Giscard en troisième. Mitterrand deuxième, Giscard en troisième. Mais c'est vrai que c'est presque encore plus bizarre. C'est encore plus bizarre. C'est encore plus bizarre. Comment vous êtes arrangé avec ça ? En fait,
Il se trouve qu'à la base des bases, quand Léo m'a dit bon, je crois qu'on va faire une, enfin, j'aimerais qu'on avec ma compagnie de faire la série en entier. Les projets, il était chronologique. Et on s'est dit ah du coup Chirac ce sera l'épisode 5 ou je sais plus quoi. Et en fait quand il a écrit Les Mitterrand et qui pour la première fois il y a des théâtres qui ont appelé la compagnie et qui ont dit on aimerait que les deux viennent jouer à la suite pour des questions esthétiques en fait. De commencer par le Chirac qui commence par un plateau assez pauvre avec un comédien et un metteur en scène qui nous disent voilà, on va passer toute la nuit ensemble, ça va durer 24 heures. C'était assez cohérent et logique que ça commence par le Chirac. Et il se trouve qu'en fait, ça s'est confirmé au fur et à mesure. C'est plutôt une logique esthétique et une logique de lien avec le spectateur. On verra comment ça évolue sur les autres. Mais en fait, voilà, on navigue, c'est pas chronologique, c'est comme on peut rentrer par différentes portes, sortir par différentes fenêtres. Bon, il se trouve que ce qui est bien, en commençant par le Chirac, maintenant je me dis ça, parce qu'au début j'étais contre, je voulais absolument que ce soit chronologique, et il m'a vraiment convaincu de l'idée. Ouais. C'est que je trouve qu'on commence quand même par raconter, en racontant Chirac, on traverse les origines de la Ve République jusqu'à l'arrivée comme ça du mandat Sarkozy, du retour de la question de l'arrivée du terrorisme sur le terrain occidental et tout ça. Enfin, toutes les conséquences d'une histoire qui est aujourd'hui on ne peut plus brûlante. Et en fait, c'est une porte d'entrée assez large, je trouve, pour accueillir la suite. Et il se trouve aussi que c'est quand même le président de notre enfance et de notre adolescence, et qu'il y a peut-être un truc un peu affectif et un peu honnête, je dirais, de commencer par lui comme une sorte de porte d'entrée dans la politique de la 5e. D'accord. Ouais. Et puis on les joue par ordre de création. Ouais, on les joue par ordre de création. On verra si vraiment Sarkozy, Hollande et De Gaulle-Pompidou sont créés de manière assez rapprochée. Est-ce qu'il y aura une autre cohérence à trouver? Je ne sais pas. Mais après, ça va être assez simple. C'est-à-dire que, par exemple, si vraiment en 2027, qui est le projet et le grand désir de pouvoir faire des journées d'intégrale, un peu à la manière de la guerre des Roses, de commencer à, 13h et de finir à 23h avec des entr'actes animés et des repas partagés avec les gens. Si on finit par le Macron, qui est censé être un solo assez clinique, un peu de science-fiction comme ça dans une pièce toute blanche, avec des pilules blanches et des pilules bleues, enfin... est-ce que c'est pas trop sombre de finir par ça? Est-ce qu'il ne faut pas inventer un final derrière, beaucoup plus coloré, festif, partageur comme ça? Voilà, c'est aussi des logiques de construction dramatique. Voilà, comment finir par... Est-ce qu'on finit par un feu d'artifice ou est-ce qu'on finit par une solitude? Voilà, ça va être des questions comme ça d'écriture globale qui ne sont pas encore résolues. D'écriture de série plus que de pièces. Exactement. Ouais. Mais justement, dans la perspective de la série, quand je suis venu vous voir jouer, devant l'entrée de la salle, il y avait une grande pancarte avec un arbre généalogique géant. Et il y avait les embranchements de 4 familles sur 3-4 générations, je ne sais plus très bien, mais c'est des familles qui traversaient en fait l'histoire de toutes vos pièces. Et c'est les mêmes familles qu'on va retrouver d'un spectacle à l'autre, à des âges différents. Et quand j'ai vu l'arbre, je me suis demandé si vous aviez fait une série sur les présidents ou plutôt sur ces familles, finalement. Comment vous voyez la chose, vous? C'est les deux. C'est arrivé en cours d'écriture, ça, dans la fameuse résidence que j'avais faite avec Léo après qu'ils aient écrit le Mitterrand. Oui. Comment créer du lien entre les spectacles. Et oui, c'est une série sur l'histoire du pouvoir, mais s'intéresser à l'histoire du pouvoir pour l'histoire du pouvoir, dans le pire des cas, on tombe dans Stéphane Bern, quoi. Ce qui est intéressant dans l'histoire du pouvoir, c'est quelles conséquences directes ça peut avoir sur la vie des gens. Parce que moi, je crois que tu serais d'accord avec moi, la politique, parfois, ça peut nous donner des sensations de vanité ou d'absurdité, mais en fait, ça a des conséquences directes sur nos vies. Et ça s'inspire parfois de nos vies. Enfin, je veux dire, les conséquences de 68 ou les conséquences du sida, je ne sais pas, enfin, sur la politique, c'est réel, c'est concret. Ouais. En fait, sur le Chirac, il se trouve que Clovis, il joue Ludovic Müller,
et moi je joue José Corrini, qui sont comme José Corrini, c'est comme un avatar de moi-même, et Ludovic Müller, Ludovic Clovis, et Müller, c'est le nom le plus courant dans la région de Verdun, où nos personnages seraient nés. Il y avait cette idée de s'intéresser à ce que c'est que la vie d'un milieu assez prolétaire dans une région dite périphérique ou sinistrée du Grand Est, principalement désindustrialisée, puisque c'était là qu'on se retrouvait à travailler, à écrire, à répéter, puisque la compagnie de Léo est en résidence dans plusieurs endroits du Grand Est. Très vite, quand il a été question du Giscard, on s'est dit, bon, ce serait intéressant que ça se passe à l'ouest, la question des agriculteurs normands. Peut-être que le Sarkozy, au début, ce serait peut-être dans un zénith à Toulon, par exemple, question de la Côte d'Azur. Enfin, voilà. Et comment est-ce qu'on pourrait raconter, même si c'est utopique d'y arriver totalement, l'histoire du territoire et donc, en racontant l'histoire du territoire, très vite est arrivé aussi, qu'est-ce qu'on raconte, par exemple, moi, je viens de l'immigration italienne, toi, tu es plutôt d'un milieu ouvrier de La Rochelle. Bon, Léo, lui, c'est plutôt à la fois Lille et Paris, une sorte de mélange de bourgeoisie intellectuelle et voilà. Enfin, comment et d'immigration, évidemment. On s'est dit, tiens, pour le Sarkozy, ce serait intéressant de poser la question de l'immigration algérienne. Voilà. Et comment arriver à tout raconter? Et j'y arrive. On s'est dit, Ludovic Müller et José Corrini, en fait, ce sont les enfants de Michel Corrini, qui est un personnage du Mitterrand. Donc, si ce sont les enfants de Michel Corrini, qui est un personnage du Mitterrand, peut-être que les grands-parents du Giscard, en fait, ça fait une famille, mais en fait, peut-être que du coup, les enfants de José Corrini, ce seront les narrateurs du Macron. Enfin, voilà, des choses sont nées comme ça, et en fait, c'est né d'une idée spontanée, et il a fallu matérialiser ça en arbre généalogique. Donc, on a un arbre généalogique qui est une base de travail, et la narratrice du Sarkozy Hollande, pour l'instant, c'est un projet, c'est la femme de Ludovic Müller, qui s'appelle Leila Merabet, et dont les parents, Ibrahim et Fatima Merabet, sont nés à Alger et sont arrivés à Toulon. Voilà, donc il y a et ce sont des ramifications. Fils d'immigrés italiens et sa mère s'appelle Müller, donc ouvrière de abattoir de Verdun, mariée à une fille d'immigrés algériens de Toulon. C'est complexe, hein, mais quand on voit l'arbre, c'est plus clair. Oui, je peux le dire, je peux en témoigner. J'ai vu l'arbre, c'est très clair quand on le voit, on voit les pièces, on le voit traverser. C'est assez ludique de voir ça, surtout quand on voit une série entre les épisodes, de voir cet arbre et de se resituer. Ah oui, j'ai vu tel personnage, d'où ils viennent. C'est un peu ça peut reprendre aussi le principe de Zola ou de Balzac. Par exemple, avec les Rougon-Macquart, l'idée de... En fait, il y a rien de plus... l'histoire d'une famille, c'est l'histoire de la société, parce que, en fait, à chaque ramification, il y a une nouvelle histoire qui commence. C'est bateau ce que je dis, mais du coup, c'est un autre milieu social qui arrive. Il y a l'histoire, évidemment, de l'ascenseur social qui est très présent. Et quel meilleur terrain de jeu que la famille pour aborder ça, le conflit générationnel, et donc du coup, en partant de ce schéma-là, ça nous permet d'analyser de façon plus précise et plus intéressante et plus cohérente aussi des rapports entre des personnages, des traversées, des destinées, des époques. T'as raison, je ne l'ai pas dit, mais en fait, la famille, c'est très net dans le Giscard. La famille, c'est la France. Ouais. En fait, même si c'est l'ambition qui nous anime et qu'on n'y arrivera peut-être jamais à raconter totalement, mais c'est ça, en fait. Dans le Giscard, il y a l'extrême droite, la droite, le centre, la gauche, l'extrême gauche, à table.
C'est ça. Il y a puis il y a le monde ouvrier, le monde agricole, des gens qui ont une aspiration à devenir plus une gauche culturelle, intellectuelle. Il y a une droite modérée, il y a le communiste. Et voilà, et tous ces milieux-là, en fait, racontent une partie de la France, parce que, voilà. Et Ouais. c'est aussi une des problématiques qui nous anime, je pense, de savoir et de comprendre ce que c'est que la France. Mais alors justement, parce que, bon, ça me fait une petite transition de tout trouver, mais dans la pièce de Valéry Giscard d'Estaing, toute cette France avec tous ces partis mange à la même table. Mais alors, dans la pièce de François Mitterrand, Génération Mitterrand, ça veut plus du tout manger à la même table. Non. Je voudrais qu'on écoute la bande-annonce de la pièce sur François Mitterrand, où on suit donc 3 personnages et leur vie sous les 2 septennats de Mitterrand. On écoute la bande-annonce. Je suis Marie-France Deschamps, je suis journaliste à Paris. Moi, c'est Michel, je suis ouvrier à Belfort. Luc, j'enseigne l'histoire et la géographie au collège de Vénissieux. En 1981, j'ai voté François Mitterrand. J'ai voté François Mitterrand. J'ai aussi voté François Mitterrand. Et moi, en 2022, j'ai voté Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen. Je vais vous raconter le plus beau jour de ma vie. Waouh! Et Mitterrand est président! Et je n'ai plus de limite! Et je crie avec la foule à l'unisson « Mitterrand, du soleil !» C'est le rêve français, Michel. L'égalité et la liberté dans un grand projet commun. Et si vous deviez trouver un mot, une phrase qui résumerait le mandat de François Mitterrand? Une nouvelle vision de l'homme. Voilà comment, en votant François Mitterrand, j'ai compris que la mort n'existait pas. Un soir, en 1983, on est devant un discours de Mitterrand et là Michel devient complètement fou. Nous allons faire une pause dans nos réformes. Sale traître! Va crever, putain! Vous dites qu'on a fait notre droit ensemble. Oui, j'ai son nom si vous voulez. Le Pen. Excusez-moi, monsieur Zemmour, je crois que j'ai envie de vous entendre. Mes chers compatriotes, Je forme ce soir des vœux pour vous tous, en m'adressant d'abord à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls. À ceux qui sont loin de chez eux, je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Voilà, Génération Mitterrand. Moi, ça me donne des frissons à chaque fois que j'entends la bande-annonce. Clovis, tu joues d'ailleurs un des personnages, hein, Michel Corini, qui est ouvrier. Oui. Alors, c'est intéressant parce que pour dresser le portrait de François Mitterrand, vous prenez la liberté d'aller jusqu'à la présidentielle de 2022 et de parler de Le Pen et d'Éric Zemmour. Il y a toujours l'ombre de Mitterrand qui pèse sur les élections ou sur ces familles qui ont vécu différentes époques et différentes présidences. Est-ce qu'il y a toujours l'ombre de Mitterrand qui pèse? Ouais. Bah oui, je pense que il y a toujours l'ombre qui pèse sur la politique française et sur... Moi, c'est très étonnant parce que moi, j'ai un père qui est très enfin, qui est une espèce d'anard. Alors, je sais plus si maintenant, je sais plus si c'est un anard de droite ou un anard de gauche. Mais avant, il était anard de gauche. Maintenant, je me pose un peu des questions. La seule fois où il a voté, c'est Mitterrand en 81. La seule fois de sa vie où il a voté pour Mitterrand. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui me parlent encore de Mitterrand avec les larmes aux yeux, comme si c'était un membre de leur famille, quoi. Bon, d'ailleurs, son surnom, c'était Tonton. Et c'est marrant parce que c'est vraiment une génération. C'est une génération pour qui Mitterrand, ça signifiait une époque, et ils sont terriblement nostalgiques de Mitterrand. Alors, bon, il y a une explication, c'est que tout le monde est nostalgique de sa jeunesse et qu'on se dit tout le temps que voilà, la période où on a 20 ans, c'est quand même mieux que la période où on a 50. Mais il y a ce truc-là. Alors que maintenant, le ressenti des jeunes générations, en tout cas j'ai l'impression de la nôtre, etc., sur Mitterrand, il y a quelque chose d'extrêmement négatif. Moi, c'est quelqu'un, par exemple,
pour qui en tout cas, j'ai pas une sympathie particulière et je suis assez critique sur pas mal de choses. Mais en revanche, je me souviens que quand j'avais 7 ans quand il est mort et j'ai pleuré à sa mort. Parce que je sentais mes parents profondément bouleversés, parce que je crois qu'avec la mort de Mitterrand, ils prenaient conscience que leur jeunesse était morte aussi. Il y avait quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'est une période extrêmement nostalgique où la gauche a perdu beaucoup de ses repères et où l'héritage, en fait, il a laissé un héritage qui a une impossibilité pour la gauche de se renouveler, de recréer une identité, parce que sa présence et sa figure sont trop imposantes, je pense. Donc oui, il y a toujours l'ombre de Mitterrand. Enfin, tous les responsables de gauche, que ce soit Mélenchon, Hollande, Olivier Faure, il est un peu plus jeune, mais ont travaillé pour Mitterrand ou alors sont obligés de se placer par rapport à cette figure-là. Donc oui. Pour moi, il y a 3 grands fantômes, quoi. Il y a De Gaulle, Ouais. Mitterrand et Le Pen. Ouais. Le dernier, il n'est pas mort, mais c'est comme s'il l'était. Mais je pense que c'est ça c'est les 3 grands fantômes qui sont toujours très présents, quoi. Sur lesquels on est obligé de se situer. De façon consciente ou inconsciente, on est obligé de se situer par rapport à eux. C'est eux qui ont défini toutes les lignes politiques. Ok. Et alors, pour revenir un peu à la question, oui, je me joue. Ouais. Et je joue un ouvrier, donc... En fait, je joue l'ouvrier dans le Giscard, donc, dans le Giscard, je joue un ouvrier qui s'appelle Michel Corini, qui est communiste à fond et qui est très anti-giscardien et qui est pour Georges Marchais, etc. Ouais. Et qui, finalement, en 81, vote pour Mitterrand avec une joie démesurée. Et il dit que c'est le plus beau jour de sa vie quand il vote pour Mitterrand. Et quand Mitterrand est élu président de la République, et finalement... En 83, il y a donc le tournant de la rigueur, c'est-à-dire qu'en fait, Mitterrand décide de se plier au sérieux budgétaire, inspiré par son conseiller Rocard. Et donc, du coup, il y a toute une partie de la gauche qui se sent extrêmement trahie, dont lui, et ce qui l'amènera des années plus tard de chamboulement politique, d'oscillation dans sa vision des choses, à voter en 2022 pour Marine Le Pen. Ouais. Et oui, c'est vrai que tu joues le même personnage, le même personnage qui traverse aussi ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est assez fou. C'est assez émouvant, ouais. Ouais. Enfin, moi, c'est une des choses qui m'a le plus marqué. Et je pense que c'est pour ça que je voulais qu'on écoute cette bande-annonce aussi. Il y a le personnage, alors là, c'est pas le tien, c'est le personnage de la journaliste, et qui dit cette phrase, qui dit Monsieur Zemmour, je crois que j'ai envie de vous entendre. Et moi, à chaque fois, ça me saisit, en fait. Avec ce je crois que j'ai envie, quoi. Il y a ce truc-là qui vient, on sait pas d'où ça vient, mais tout à coup, ça arrive. Et ça déboule. Et je trouve ça très fort, quoi. En plus, en ayant vu les pièces, en ayant vu Chirac avant, il y a tout ça qui résonne. Donc, ouais, c'est assez impressionnant. J'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus à l'épisode sur Jacques Chirac. On en a déjà parlé, mais qu'on approfondisse un peu plus. Alors, le titre, c'est La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français. En plus, il me semble que c'est une référence à Richard III, c'est ça, une pièce de Richard III? Oui, c'est vraiment un jeu sur... Parce que c'est la vie et la mort de Richard III. Exactement, c'est le même titre. La vie et la mort du roi Richard III. Je crois que c'est ça, ou la tragique histoire du... la tragique... je sais plus, putain. Mais je crois que c'est la vie... Mais je crois que c'est la vie et la mort, parce que sinon, on n'aurait pas fait ça. En tout cas, il y a un truc dans la guerre des Roses qui... Il y a la vie et la mort d'eux, ça c'est sûr. D'accord. Donc bon, tu nous as situé déjà un petit peu dans l'arbre généalogique où se trouvaient les personnages. Clovis, donc tu joues aussi dans la pièce et tu joues tous les autres rôles parce que Julien, tu joues Jacques Chirac et Clovis, tu joues donc tous les autres rôles. Tu parlais de Pasqua tout à l'heure. J'ai l'impression aussi que Jacques Chirac, dans cette pièce, il est défini aussi
par les personnages clés de son entourage, en fait. Ah bah totalement, ça c'est vraiment des choix d'écriture hein, qui ont pris du temps et tout ça, mais pour moi le personnage qui a été un pivot dans le travail de l'écriture de la pièce, c'est le personnage du chauffeur, Ouais. le personnage de Jean-Claude Lomont, hein, qui est inspiré, très inspiré du vrai Jean-Claude Lomont, puisqu'il se trouve que dans la pile de bouquins que j'avais acheté pour l'écrire, j'avais aussi acheté ce livre qui s'appelle 25 ans avec lui, qui est le livre de Jean-Claude Lomont, et je ne pensais pas du tout que ce serait le livre qui me marquerait presque le plus. Et parce que j'y ai vu tout de suite, déjà je trouve que ce livre est très émouvant, parce que c'est l'histoire d'un homme du peuple qui a une relation, on peut le dire, de couple, en fait, avec Chirac. Enfin, c'était un duo pendant 25 ans, tous les jours. À un moment, Chirac, quand il est maire de Paris, il le marie. Il marie Jean-Claude Lomont et sa femme, et il dit on a fait au moins 1 million de kilomètres ensemble. Et c'est assez bouleversant. Ils ont passé énormément de temps ensemble. Et il se trouve qu'ensuite, c'est comme un couple qui va se briser au moment où Chirac est élu, puisque Bernadette décide de faire virer Jean-Claude Lomont. En tout cas, Jean-Claude Lomont dit que c'est la faute de Bernadette, pour plusieurs raisons, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici, parce que c'est très long. Mais voilà, et j'ai tout de suite, c'est assez poignant, parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui a énormément aimé, qui a été énormément déçu. C'est assez bien écrit, et ça décrit parfaitement ce que c'était que la vie quotidienne aux côtés de Jacques Chirac dans les années 70 et 80. Et au-delà de ça, ça faisait vraiment une figure parfaite de Sganarelle aux côtés d'une figure de Don Juan. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient, pas le provoquer, mais qui vient parfois aller gratter des croûtes qu'on n'attend pas forcément. Et c'était aussi, puisque cette pièce pose la question du vote populaire, de l'évolution du vote populaire, de l'évolution du vote ouvrier à toutes les échelles, lui, c'est vraiment quelqu'un du peuple, gaulliste convaincu, qui va être déçu par Jacques Chirac. Et voilà, ça a déterminé beaucoup de choses dans l'écriture. Après, évidemment, il y a la figure du mentor Pierre Juillet, qui est comme un second père ou un troisième père, qui est vraiment le gaulliste historique, droite bonapartiste, la droite de la terre, voilà, anti-européenne, de laquelle Chirac va se détacher à l'orée des années 80. Puis Charles Pasqua, qui est vraiment la figure héritière de Pierre Juillet, mais qui est plutôt une figure de frère. Donc voilà, il y a le mentor-père, le frère ennemi. Voilà, ce sont des choses qui... Mais aussi, c'est des codes de théâtre, en fin de compte. On cherche toujours, avec ce truc très, très réel, très concret, ces archives, l'INA, les bouquins, les journaux, en fait, à faire du théâtre. Donc quand je parle de Sganarelle Don Juan, frère ennemi, mentor, en fait, c'est des figures, tout ça, on travaille avec des figures. Ah oui, ok. Sur cet épisode, vous avez poussé pas mal le travail d'imitation des personnages. Toi, Julien, t'es grimé en Chirac, t'es coiffé en Chirac, t'as ses lunettes, tu prends sa voix, tu prends son costume, sa gestuelle. Clovis, pareil, pour Pasqua, on a l'accent. T'as pas l'air d'accord, Clovis. Tu nous diras après, si. Si, oui. Bah, si je me rendais pas compte que je faisais l'accent. Non, peut-être que t'es pas d'accord. Mais comment on travaille ces personnages Bah, là, encore une fois, il y avait un... Comment dire ? Moi, j'avais, au moment d'écrire, un peu le rêve, l'ambition, un peu... parce que j'ai un goût parfois pour les acteurs américains, qui n'est pas forcément très, très français, d'ailleurs. J'adore Daniel Day-Lewis, par exemple. Et j'adore l'idée que moi, je ne suis pas ni un caricaturiste, ni un imitateur, ni un chroniqueur politique. Donc moi, je suis un acteur, donc mon boulot, ça va être d'incarner. C'est-à-dire, encore une fois, de regarder dans les yeux. Et quand j'ai bouffé des archives de Chirac, quand j'ai regardé des vidéos de lui à 35 ans jusqu'à 80 ans, j'étais assez bouleversé de voir quelque chose dans son rire, dans sa voix, comment sa voix évolue, comment son corps évolue, comment sa gestuelle évolue. Ça me passionnait de bosser ça en tant qu'acteur. Et donc d'essayer de faire vibrer ça en moi, voilà, ça m'éclatait vraiment. Donc on bosse comme ça, en fait, en regardant les archives, en s'entraînant tout seul. Moi, c'est vraiment moi, je passe toujours par la voix. Je sais que la voix est une porte d'entrée majeure
Et après, on peut remarquer une idée qui... Moi, à un moment, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il est grand, il est plutôt fort, il dégage une forme de puissance. Et en même temps, c'est comme s'il avait toujours un balai dans les fesses, ou comme si il n'arrivait jamais vraiment à s'envoler, comme un espèce de grand oiseau qui pourrait aller à l'autre bout du monde, mais qui reste toujours un peu collé au sol, comme ça, c'est comme s'il était retenu. Et ça m'avait fasciné, cette espèce de gestuelle un peu saccadée. Voilà, et voilà, cette contradiction entre la gourmandise, l'appétit, la générosité, et en même temps un truc très coincé chez lui. Voilà, ça, c'est des trucs avec lesquels on bosse. Voilà comment on travaille. Après, je sais pas, c'est de la maturation, c'est de la tentative, c'est de l'échec. C'est le public aussi qui nous apprend vachement de choses. Moi, je sais que parfois, quand on a joué 3 fois dans la semaine et que je suis fatigué et tout ça, et que je me dis, tiens, ce soir, je suis un peu moins en forme, je sais que parfois, en pleine scène, je repense à une interview. Tu sais, par exemple, on est vraiment dans les années 80, je me dis, tiens, je repense au film que j'ai vu, le documentaire de Pierre Jouve et Ali Magoudi, où on le voit comme ça à la mairie de Paris, à son bureau, et hop, tout d'un coup, il y a un truc dans mon corps qui réveille cette sensation de spectateur, comme si je retrouvais le Chirac que j'avais envie de retrouver, quoi. Je sais pas. Ouais. Ouais, l'appui sur les archives. Ouais, tellement, ouais, c'est ça. Enfin, c'est vraiment ça. Ouais. Et puis la voix, quand même, c'est un mystère absolu. Ouais, personne n'a la même voix, donc c'est quand même une porte d'entrée vers l'âme singulière, quoi. C'est fou. Ouais. Même les intonations, les petits silences, c'est incroyable. Voilà. À un moment dans la pièce, il y a le personnage de Jacques Chirac qui demande à certaines personnes du public quelle est leur année de naissance. Et toi, Julien, tu arrives à leur redonner un peu les faits politiques marquants de Chirac cette année-là. Ouais. Ça, pareil, ça montre un niveau de documentation quand même assez poussé. Bah, ouais, après, quand on travaille à l'écriture, c'est vrai qu'en fait, on... Il a une oreillette. Hein. Ouais, d'accord, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Voilà, c'est toi, Clovis, derrière. Et, moi, en fait. T'es un almanach et tu sais, 87, il se passe ça. Ok, on a le secret. Non, mais c'est vrai que Julien, tu m'as dit, quand on s'est appelé avant l'émission, tu m'as dit aussi que ça témoignait d'un personnage, parce que c'est vrai, on parle de Chirac, tu incarnes Chirac, mais tu incarnes surtout un comédien qui incarne Chirac. Et tu me disais que c'était aussi une façon de montrer à quel point ce personnage aussi de Chirac jouait une certaine comédie, enfin, connaissait son texte par cœur comme un comédien. Ouais, la porte d'entrée du spectacle, c'est ça. C'est qu'il y avait vraiment un comédien et un metteur en scène qui disent au public, sans trop révéler de choses, mais qu'on va créer un spectacle tous ensemble sur Jacques Chirac. Et oui, moi, je sais pas, il y a différentes manières de travailler, mais moi, je sais que ma manière de travailler, un personnage, un rôle, souvent, ça va jusqu'à... ça dépend des spectacles, mais ça va jusqu'à l'intoxication, mais volontaire et joyeuse, de connaissances. Et je trouve que... Parce que j'adore ça, c'est comme faire une enquête policière. En fait, on vient quêter, on vient essayer de trouver le rôle comme on cherche un criminel. Et donc, forcément, on apprend des choses, on s'abreuve de connaissances qui sont parfois totalement inutiles dans la vie quotidienne, mais qui permettent vraiment de nourrir quelque chose d'inconscient chez nous. Ouais. Bon, il se trouve que là, en plus, il y a un truc ludique qui est de dire que pourquoi je vais dire « Ah, vous êtes né en 1950, monsieur, mais c'est une magnifique année, parce qu'en 1950, à ce moment-là, Jacques Chirac, il fait ça, il vend l'humanité, il hésite à entrer au PC, tout ça. » Bon, c'est parce qu'en fait, ça replace les gens, le public, les spectatrices, les spectateurs, dans une pensée historique commune. Ah ouais. Ça leur suggère, ici et maintenant, au début du spectacle, que ce dont il va être question, c'est la mythologie politique qu'on partage, qu'on le veuille ou non. On est tous là, on est en France et on est tous nés entre les années 30 et les années 2010. En général, ça peut aller jusque-là certains soirs. Et en fait, on a tous soit voté plusieurs fois, soit voté pour la première fois il n'y a pas longtemps. Et on partage tous quelque chose de commun qui est que on est français. Et voilà, de dire en telle année il s'est passé ça, ça permet de dire qu'en fait, on partage une histoire commune. Voilà. Et parfois, les petits détails un peu anodins qu'on peut relever sur les personnages, et des fois, c'est ce qui nourrit le plus. C'est très étonnant. C'est vrai. Mais des fois, il y a des petits machins, je sais pas,
quelle marque de cigarette fume le personnage, quelle cravate il porte, avec qui il a une histoire d'amour. Enfin, des fois, c'est des petites choses, dans quelle voiture il roulait, mais c'est des petites choses, des fois, qui nous font vraiment entrer dans l'intimité et comprendre une part du mystère, surtout chez un personnage si mystérieux comme Chirac. C'est étonnant. Et moi, des fois, je sais que je suis très attaché aux détails, aux petites choses historiques, etc. Et des fois, quand je suis pas trop dedans, je sais pas. Ce qui m'aide à me rapprocher de ce qu'on est en train de raconter, etc. C'est, je sais pas, l'odeur du tabac qu'il y a dans ma pipe, de voir un cadran de téléphone. Et bah, tout ça, ça m'aide à me reprojeter dans une époque, etc. Voilà. Mais des fois, ouais, c'est les petits détails qui peuvent sembler anodins qui nous permettent d'accéder à vraiment l'intimité, à l'imaginaire. C'est étonnant. Hein. La Madeleine. Voilà. Eh ben, on va rester dans le petit détail. Je vous avais demandé d'apporter un bout de la pièce, un objet, un décor, un costume qui se rapporte au spectacle. Est-ce que vous pouvez nous révéler de quoi il s'agit ? Tu l'as dans ta poche. Alors oui, je l'ai dans ma poche. J'ai rapporté un nez de clown. Alors montre-nous ça. Bouge pas, quand on regarde bien ce bonnet de je clown. mets là comme ça. Ah ben voilà, comme ça tu l'as mis. Il se trouve que j'ai pas la prétention d'être un spécialiste du clown parce que j'ai eu la chance de faire des stages avec des grands maîtres du clown et que c'est une discipline que j'admire, que j'estime énormément. Et pour moi, voilà, j'en suis encore au début du travail. Mais disons que l'univers du clown, la figure du clown, est à l'origine du Chirac et donc aussi de cette série. En tout cas, moi personnellement, je l'associe à ça. Parce qu'on était chez moi, donc à l'époque j'habitais à Pantin dans un 2 pièces avec Léo, et on a fait une première réunion. Et il se trouve qu'au-dessus, j'avais arraché d'un bouquin d'art qui s'appelle Portrait de l'artiste en clown, la reproduction d'un tableau qui s'appelle Le clown qui rêvait qu'il était président de la République, qui est un tableau du début du XXe siècle, dans un cirque avec un clown avec un chapeau melon qui sourit. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est ça mon point de départ. C'était un moment de solitude où Léo, il écrivait son truc dans son coin et moi dans mon coin. Et en fait, j'ai écrit un texte qui a été longtemps dans le spectacle et qui a fini par disparaître, qui était vraiment moi qui arrivais face au public et qui disait, voilà, je m'appelle comme ça, chez moi, sur le mur, il y a un portrait. Et je décrivais le portrait, qui s'appelle donc Le clown qui rêvait qu'il était président de la République. Et en fait, il en reste quelque chose. Pour moi, on a beaucoup parlé déjà du fait de regarder les choses dans les yeux, Oui. Et pas de haut et pas d'en bas. Donc pour moi, le clown, c'est ça. C'est quelqu'un qui est surpris d'être là, qui vient pas nous imposer une vérité, et surtout qui est dans une pleine innocence et dans une pleine fragilité de l'instant présent. Et donc, quand on arrive sur scène avec les figures qu'on joue, on essaye, nous, en tant qu'artistes, en tant qu'acteurs, d'essayer de les incarner dans une pleine innocence, dans une dimension clownesque, ce qui n'empêche pas un point de vue dans l'écriture. Mais quand on les incarne, on essaye de les aimer, innocemment. Ouais. Voilà. Eh ben, très bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Julien, Clovis, d'avoir partagé ce moment avec nous. On va vous laisser vous préparer pour la lecture d'un extrait de la pièce La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français. On vous recevait donc aussi pour la série de pièces 8 rois, nos présidents. À l'écriture, Julien Campagny, Léo Cohen-Paperman et Émilien Diard-de-Teuf. Et écriture collective pour le dîner chez les Français de Valéry Giscard d'Estaing. Mise en scène, Léo Cohen-Paperman. Collaboration artistique, Julien Campagny et Gaïa Singer. Scénographie, Anne-Sophie Grac et Henri Leutner. Costume, Manon Naudet. Création lumière, Léa Maris, Pablo Roy. Création sonore, Lucas Lelièvre. Maquillage, Pauline Brie. Assistanat à la mise en scène, Esther Morera. Régie générale, Thomas Mousseau-Fernandez.
administration et production Léonie Lenain, attachée à la production Blanche Rivière, diffusion Anne-Sophie Boulan et communication Lucille Reynaud. Alors ça, ce sont les crédits pour toute la série, mais des noms changent ou s'ajoutent d'une pièce à l'autre. Toutes les infos sont sur le site de la Compagnie des Animaux en Paradis. Pour voir les pièces, alors là, attention, elles ne sont pas toutes jouées au même endroit, au même moment, mais elles tournent vraiment dans toute la France. Je vous invite à aller sur le site de la Compagnie des Animaux en Paradis. On fera aussi un post sur le compte Instagram de Tête de Lecture. En tout cas, sachez que La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français, Génération Mitterrand et le dîner chez les Français de Valéry Giscard d'Estaing se jouent toute la saison, pratiquement tous les mois. Il y a déjà des dates pour novembre 2025, donc il y a forcément des dates près de chez vous. Juste pour préciser que l'épisode 1, donc Jacques Chirac, vous jouez Julien et Clovis au théâtre du Petit Saint-Martin à Paris jusqu'au 28 décembre. Donc prenez des places, vous jouez 4 fois par semaine, donc on a le temps de venir vous voir et profitez-en pour profiter de ce premier épisode de la série 8 rois. Et puis les autres épisodes sont à venir, on attend bien sûr De Gaulle, Pompidou, Sarkozy, Hollande, Macron, j'espère que j'ai oublié personne. Ce soir dans le studio des bonnes résolutions, eh bien, nous avions à la réalisation Léa Pétel, au son Sébastien Aymon, aux caméras Florine Bobet, Lisa Romani et Florian Cobel, préparation Elisa Romani, présentation Dimitri Suma dans les studios des bonnes résolutions. Clovis Foin, Julien Campagny, on vous écoute à présent pour un extrait de Vie et mort de Jacques Chirac, roi des Français. Alors c'est une scène qui s'appelle le Styx en CX. On verra le chauffeur, Jean-Claude Laumont, et Jacques Chirac, qui sont en route pour on ne sait où. Et c'est la dernière scène du spectacle. Toute ma vie, j'ai été une tombe. Ah, Laumont. Une tombe. Le cassoulet pour Toulouse, la choucroute pour Strasbourg, le jambon de Bayonne, les coquilles Saint-Jacques à la Bretonne, le boudin de Rethel, le saucisson de Secours, le pain de campagne, Laumont. Sur la banquette arrière, patron, comme d'habitude. Et les petits bijoux pour ces dames? Dans le coffre. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver le même pour chacune. Il faudrait s'arrêter en route pour compléter la collection, mais j'ai peur que cela ne soit pas possible. Mais comment ça, pas possible? Vous vous en occuperez personnellement à notre prochaine étape, une fois que vous m'aurez déposé. Vous avez une santé impressionnante, patron. Oui, oui. Ce que j'admire le plus chez vous, c'est votre corps. Votre façon de le jeter dans la bataille. Vous allez toujours trop vite pour moi, et pourtant, c'est moi qui conduis. La vie, c'est comme la bicyclette, Laumont. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Oui, mais moi je conduis une voiture. Une voiture avec vous dedans. Mais jamais vous n'avez perdu l'équilibre, Laumont. C'est vrai. Je suis le fidèle des fidèles. Jamais une trahison, jamais une exigence, pas même une demande, n'est-ce pas, patron? Je suis la tombe, et pas le charognard. Et c'est pour ça que je crois que je peux le dire, j'ai toujours été un homme heureux. Aucune tâche ne me rebute, même quand elle sort largement de mes fonctions. Aucune enveloppe n'a jamais pesé trop lourd. Aucune confidence entendue ne m'a fait perdre mes itinéraires. Qui suis-je pour m'insurger? Je suis votre ombre. Et votre satisfaction vaut à mes yeux toutes les absolutions. Arrêtez-vous là, Laumont. Je ne peux pas, patron. Comment ça, vous pouvez pas? Ce n'est pas moi qui conduis. Vous commencez à me courir avec vos mystères et vos sensibleries. Et je comprends pas, patron, c'est ce que vous avez toujours voulu, non? La campagne éternelle, sans victoire, sans défaite, la route, toujours la route. Arrêtez cette putain de bagnole. Je peux pas, je vous dis. Très bien, où allons-nous alors? J'en sais rien. Mais mettez-vous à l'aise, il y a des bières. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais appeler ma femme. Il est tard, mais comme madame a toujours été sujette aux insomnies, il est probable qu'elle ne dorme pas. Oui, dites-moi, oui, je suis en route avec Laumont, là, et... Où ça exactement? L'autoroute. Oui, l'autoroute. J'ai pioché dans la glacière, oui, rien d'exceptionnel. Je voulais... Ah. Mais...
toujours les insomnies. Oui, les insomnies. Voilà. Merci Julien, merci Clovis d'avoir été nos têtes de lecture. Merci Dimitri. Merci. Avec Tête de lecture, notre objectif, c'est de se frotter au monde du théâtre et de vous donner tous les codes pour le rendre lisible et désirable. On vous a balisé le chemin qui mène jusqu'aux portes des salles de spectacle et on vous invite à rencontrer celles et ceux qui font le théâtre d'aujourd'hui. Car on est persuadé que c'est grâce à la scène qu'on peut arriver à penser le monde qui nous entoure, à le critiquer, à en prendre soin. Approchez-vous, tendez l'oreille, ouvrez l'œil et poussez avec nous les portes du théâtre. On vous y espère nombreux, c'est notre but. C'est la fin de ce magazine pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Tête de lecture.